Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier cours d'aérodynamique. Nous allons nous intéresser aux lois physiques qui vont permettre à un avion de voler. L'ensemble de ces lois physiques fait partie du domaine qu'on appelle l'aérodynamique. Aéro, l'air, dynamique, le mouvement. Nous allons voir que c'est grâce aux propriétés de l'air en mouvement qu'on va pouvoir faire en sorte que l'avion reste en l'air, qu'il se déplace en l'air. Donc la première chose à comprendre pour comprendre comment vole un avion, c'est comprendre ces lois de l'aérodynamique. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'acquérir une connaissance théorique sur l'aérodynamique très élevée. Vous verrez que dans le cours, dans le support papier que vous avez avec vous, il y a beaucoup de formules, beaucoup d'expressions qui sont assez pointues. Nous allons nous baser sur les sciences les plus justes, donc nous allons voir toutes ces formulations, mais ce que nous aurons à savoir pour réussir le brevet d'initiation aéronautique, c'est les conséquences de ces lois. Donc, pas de panique, vous verrez que nous allons aborder des sujets assez ardus, mais vous verrez que ce que nous avons à en connaître pour être de bons pilotes de loisirs et réussir notre brevet d'initiation aéronautique, tout cela est tout à fait accessible. Allons-y. Donc, votre cours commence par un sous-titre. Étude des forces et des mouvements de l'air. Donc c'est bien ce que nous allons aborder. Force, on entend par force la conséquence de ce qu'on va appeler une action mécanique. Alors tous ceux qui n'ont pas encore vu ça parce qu'ils sont encore en troisième ou qui auraient eu un petit trou de mémoire, nous allons voir qu'une action mécanique, c'est ce qui peut avoir une conséquence sur le mouvement ou sur l'état physique d'un objet. Alors, passons cette définition un peu complexe et voyons ce qu'il va y avoir derrière. D'abord, première chose, nous devons nous intéresser aux différentes propriétés de l'air. Et pour cela, rien de tel qu'un matériel expérimental de base. Dans cette seringue, ici, j'ai enfermé une certaine quantité d'air. Je dis enfermé puisque si je mets mon doigt ici, elle ne peut plus sortir, ni rentrer. Que pouvons-nous savoir sur l'air qui est enfermé là-dedans? Eh bien, d'abord, on va dire que l'air est compressible. Pourquoi? Parce que je vois que je peux écraser, compresser l'air. Et si je lâche, la seringue revient à sa position. De la même manière, on va dire qu'il est expansible. Je peux l'étirer. Et si je lâche, la seringue revient à sa position. Donc, compressible, je le comprime. Expansible, je peux lui faire prendre plus de place. Et le fait qu'on revienne à la position initiale, nous allons dire que l'air est élastique. Quatrième caractéristique, l'air est pesant. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ne l'en sente pas, l'air a une masse. Je peux mesurer ça, vous l'avez peut-être fait en quatrième ou en cinquième, grâce à une petite expérience de déplacement de volume, on peut mesurer la masse de l'air. Vous pouvez considérer que l'air, 1 litre d'air, pèse 1,225 grammes. Et on vous précise dans les conditions standards. Nous reviendrons sur les conditions standards dans 2 minutes. Mais c'est une masse approximative. Vous verrez que 1 litre,
1 litre, 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, ce volume d'air pèse 1,225 g dans les conditions standards. Donc vous voyez, c'est assez peu, et ce qui explique pourquoi on a des fois l'impression que l'air n'a pas de masse. Troisième propriété, et là on touche à la propriété peut-être la plus fondamentale pour comprendre les lois de l'aérodynamique, c'est l'air est visqueux. Visqueux, vous le ressentez la prochaine fois que vous prenez la voiture, ouvrez la fenêtre et mettez la main dehors. Qu'est-ce que vous allez sentir? Eh bien, vous allez sentir que l'air, votre main, en déplaçant l'air à l'extérieur de la voiture, va appuyer sur votre main. L'effet que vous sentez sur la main, eh bien, c'est ce qui est dû à la viscosité de l'air. Et c'est cette viscosité qui va faire apparaître les effets qui nous intéressent le plus. La viscosité produit des forces importantes de frottement et engendre aussi des turbulences et des tourbillons. Turbulences, tourbillons, quand vous déplacez votre main dans le seau, vous voyez des petites spirales apparaître. Ce sont des turbulences, des tourbillons. Imaginez de la même manière l'eau couler dans une rivière. Quand l'eau passe sur un caillou, derrière, quand elle arrive sur le caillou, elle va être bien lisse et derrière, elle va entrer en turbulence, elle va avoir des remous, elle va faire un tourbillon. Autre mot à expliquer tout de suite, frottement. Qu'est-ce que c'est qu'un frottement? Eh bien, frottement, c'est le fait que c'est ce qui se passe quand vous mettez votre main à la fenêtre. Le frottement, c'est l'action mécanique, c'est la force qui va appuyer sur votre main. Puisque vous essayez de déplacer l'air et que cet air est visqueux, eh bien, pour pouvoir se déplacer, vous êtes obligé d'exercer une force, d'appuyer dessus. Et comme vous appuyez dessus, eh bien, vous sentez de la manière que l'eau appuie sur votre main. Cette force, on va appeler ça, c'est la force de frottement de l'air. Donc tout ça doit nous faire rappeler que l'air est compressible, expansible, élastique, pesant. Tout ça, ça nous donne la viscosité. Et on dit que l'air exerce des pressions sur les objets à l'intérieur comme à l'extérieur de ceux-ci. Une caractéristique qui va nous importer beaucoup puisqu'elle va résumer beaucoup de choses, c'est ce qu'on va appeler la masse volumique. La masse volumique, c'est une masse divisée par un volume, une masse volumique. Rappelez-vous-en, pour le cours de seconde, ça servira beaucoup. La masse volumique, eh bien, on l'exprime par la petite lettre ρ que vous avez ici. Donc, grand M ici, la masse, grand V, le volume. En notation scientifique, on met toujours petit m pour la masse, rappelez-vous-en pour les élèves de seconde. On vous dit, les conditions de température de pression standard à l'altitude 0, on considère que la masse volumique de l'air est 2. Et vous retrouvez d'une 1,225 qu'on avait tout à l'heure. Sauf qu'ici, on va l'exprimer en kg par mètre cube au lieu de l'exprimer en grammes par litre. Les deux unités reviennent au même puisqu'il faut 1000 grammes pour faire 1 kg, il faut 1000 litres pour faire 1 mètre cube. Donc, la valeur standard qu'on va retenir, on vous dit, hein, à température et pression standard, vous voyez, ça s'affine, à l'altitude 0, eh bien, ça va être 1,225 kg par mètre cube. La densité relative, on appelle densité le rapport entre la masse volumique et la masse volumique standard. Donc, aux masses volumiques, on dit aussi au niveau 0. Nous reviendrons dessus. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que si la densité delta est supérieure à 1, alors on a une masse d'air qui est plus dense, plus lourde que l'air au niveau 0. Tandis que si on est inférieur à 1, eh bien on a une densité, une masse volumique plus faible que l'air au niveau 0. Deuxième grandeur très importante que nous allons reparler sans cesse, c'est la pression. On appelle pression, eh bien, pour vous en donner une image, la pression, ça va être par exemple, gonfler un ballon, appuyer dessus. Vous sentez qu'à l'intérieur du ballon, l'air exerce une pression sur les parois pour que le ballon reste en forme. Quand vous essayez d'appuyer dessus, vous voyez qu'il y a quelque chose qui résiste à la force que vous appliquez sur ce ballon. Eh bien, la force de résistance que vous sentez quand vous cherchez à écraser un ballon, eh bien, elle est liée à l'air qui est à l'intérieur et à la surface avec laquelle vous appuyez. Vous remarquerez par exemple que si vous appuyez avec la main entière, vous êtes capable d'aller moins loin
que si vous appuyez avec juste un doigt. Pourquoi? Parce que la surface avec laquelle vous appuyez avec la main entière est bien plus grande que la surface du bout de votre doigt. Du coup, on sent qu'il y a un rapport entre les deux. Eh bien, il faudra se rappeler que la pression, c'est une force divisée par une surface. Une force qui va s'exprimer, nous le verrons, en newton, grand N, une surface que nous allons exprimer en mètres carrés. Donc, une pression, on va voir que nous allons pouvoir l'exprimer en pascal, mais nous pouvons aussi l'exprimer en newton par mètre carré. 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. Cette valeur nous donne une pression assez faible, beaucoup plus faible que la pression que nous sentons autour de nous. Du coup, on va utiliser d'habitude une autre unité, un multiple de cette unité, un multiple du pascal qu'on appelle l'hectopascal. De la même manière qu'un hectomètre représente 100 mètres, un hectopascal va représenter 100 pascal, donc 100 newtons par mètre carré. Et comme l'unité pascal, c'est un grand P, petit a, attention, alors l'hectopascal, ça va être petit h, grand P, petit a. Et nous voici à ce qu'on avait appelé depuis le début l'atmosphère standard. Donc, l'International Standard Atmosphere. Donc, cette atmosphère standard doit être définie puisque, sans arrêt, la pression, la température, on va voir donc la masse volumique de l'air. Du coup, par conséquence, nous verrons aussi la célérité du son, l'accélération de la pesanteur. Bref, il y a énormément, toutes ces grandeurs peuvent varier. Alors, imaginez un pilote qui, au volant, aux commandes de son appareil, la tour de contrôle commence à lui envoyer plein de chiffres en lui disant la pression est de temps, la masse volumique de l'air est de temps, la température est de temps. Ça lui fait beaucoup trop d'informations pour avoir une analyse facile de ce que ça va vouloir dire. Nous le verrons, par exemple, dans le chapitre sur la météorologie. Alors, que fait-on? Eh bien, on va donner des variations par rapport à l'atmosphère standard. On va dire, l'atmosphère standard s'étend à tel endroit. Et à partir de là, on va pouvoir dire, la pression est un peu plus grande, la température est un peu plus grande. Du coup, je vous invite à bien regarder ces valeurs et à les encadrer en rouge. Pression standard, 1013,25 hectopascal. Si vous retenez 1013, ce sera déjà très bien. Masse volumique standard, nous l'avons vu au-dessus, 1,225 kg par mètre cube. Température standard, 15 degrés ou 288,2 degrés Kelvin. 15 degrés Celsius ou 288,2 degrés Kelvin. Célérité du son. Alors célérité, c'est un synonyme de vitesse. La célérité du son, dans les conditions de l'atmosphère standard, la célérité du son, c'est 340,3 mètres par seconde. Certains d'entre vous mesureront ça pendant les TP en seconde ou en première ou terminale S. 340 mètres par seconde. Nous verrons comment modifier cette vitesse en km/h, mais ça nous fait à peu près 1000 km par heure. Enfin, l'accélération de la pesanteur. Alors nous reparlerons de cette accélération de la pesanteur. Vous pouvez noter qu'on la note petit g. Eh bien, cette accélération de la pesanteur petit g vaut 9,80665. Retenez 9,8, ce sera déjà très bien. Voyons maintenant comment chacun de ces paramètres va évoluer en fonction de l'altitude dans cette atmosphère standard. Commençons par la température. Cette température, on vous le dit, est notée dans le système international en degrés Kelvin. Mais vous connaissez plus la température en degrés Celsius. La correspondance entre les deux, c'est qu'une température en degrés Kelvin est égale à 273,15 plus la température en degrés Celsius. Par exemple, quand il fait actuellement 20 degrés Celsius, alors on peut dire qu'il fait 273,15 plus 20, c'est-à-dire 293,15 degrés Kelvin. Petite parenthèse historique. Quand Celsius vient à mesurer la température, il a à sa disposition un thermomètre classique,
avec une tige en verre, un petit réservoir en bas, et on remplit ce réservoir d'un liquide qui va avoir tendance à se dilater, à prendre plus de place quand la température augmente. Pourvu de son thermomètre, Celsius se dit: j'ai maintenant quelque chose qui mesure la température, mais il me faut un zéro et il me faut des graduations. Que va faire Celsius? Eh bien, il va prendre un bain de glaçons, glace mélangée avec de l'eau, des glaçons en train de fondre, et il va dire: cette température où la glace se transforme en eau, cette température de fusion de l'eau, eh bien, je vais dire que c'est 0. Et puis, il va faire chauffer son eau, le thermomètre monte, et puis à un moment, l'eau va se mettre à bouillir et va se transformer en vapeur d'eau. On parle là d'évaporation. Eh bien, il va dire que cette température d'évaporation de l'eau, eh bien, il va l'appeler, il va dire que c'est 100 degrés. Entre le 0 et le 100, il fait 100 graduations. Et voici le thermomètre en degrés Celsius. Bien plus tard, Kelvin va s'apercevoir que ce que nous appelons température, ce que nous humains ressentons comme étant du chaud, du froid, dépend de l'agitation des molécules, de l'agitation des atomes qui nous entourent. Or, il va tracer sur une courbe, il va s'apercevoir que si j'augmente l'agitation, j'augmente la température, j'augmente l'agitation, j'augmente la température, j'augmente l'agitation, j'augmente la température. Et il va s'apercevoir que ça donne une droite. Et il va se faire cette réflexion, il va se dire: la température, elle peut descendre, mais ça veut dire que l'agitation aussi diminue. L'agitation, la manière dont bougent les molécules. Or, si les molécules bougent de moins en moins vite, la température diminue, mais il doit exister une température tellement basse que les molécules ne bougent plus. Et peut-on aller plus bas dans l'agitation que d'être immobile? Non. Alors, Kelvin se dit: il doit exister une température en dessous de laquelle il est impossible d'aller, puisque c'est la température qui correspond à l'immobilité totale. Si plus rien ne bouge, il n'y a plus d'agitation. Comme il est impossible d'avoir une agitation négative, il doit être impossible d'aller en dessous de cette température. Ce 0 degré Kelvin, on l'appelle le zéro absolu. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'aller en dessous. Eh bien, cette température, d'après les mesures de Kelvin, doit équivaloir à peu près à moins 273 degrés Celsius. Et donc, ce que nous appelons le 0 degré absolu, c'est moins 273,15 degrés Celsius. D'où la différence d'exactement 273,15 degrés entre la température en degrés Celsius et la température en degrés Kelvin. Refermons cette parenthèse historique et revenons sur notre atmosphère. Ici, nous avons l'altitude qui est représentée, on vous dit, en kilomètres. Ici, nous allons avoir la température. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, l'atmosphère standard, comme nous l'avons vu juste précédemment, elle est à 15 degrés Celsius au niveau de la mer. Altitude 0, 15 degrés Celsius. Eh bien, nous allons voir que plus nous allons monter et plus la température va diminuer. Ça, c'est valable sur les 11 premiers kilomètres. Si nous montons du niveau de la mer jusqu'à 11 km d'altitude, à peu près, nous allons voir la température diminuer régulièrement. Ces 0 à 11 degrés correspondent à la couche de l'atmosphère que nous appelons la troposphère. Quand nous passons de la troposphère à la stratosphère, c'est-à-dire à peu près 11 km d'altitude, c'est l'altitude valable, nous verrons, au niveau de l'Europe, des pays tempérés. C'est plus épais au niveau de l'équateur, moins épais au niveau des pôles. Nous passons donc dans la stratosphère, et la limite entre les deux s'appelle la tropopause. Nous reviendrons sur ce vocabulaire. Ce qui est important pour moi tout de suite de comprendre, c'est que la diminution de la température est proportionnelle à l'altitude. Puis, à partir de la tropopause, on va s'apercevoir que nous allons avoir une grande couche pour laquelle la température n'évolue plus. Elle est à peu près moins 56,5 degrés Celsius. Puis cette température,
au-dessus de 25 km d'altitude, va avoir tendance à augmenter. Là, nous sommes presque en train de sortir de l'atmosphère. Nous reviendrons dessus. Donc, pour nous, pilotes, la couche qui nous intéresse, c'est la troposphère. C'est là que nous allons nous déplacer. Seuls les avions de ligne volent à peu près dans la tropopause. Certains avions expérimentaux sont capables d'aller dans la stratosphère. C'est ce que nous appellerons des vols stratosphériques. Mais la plupart de nos vols auront lieu entre 0 et 11 km d'altitude, 0 et 11 000 mètres d'altitude. Eh bien, que pouvons-nous considérer? De 0 à 11 000 mètres, la température diminue de 2 degrés pour 1000 pieds, ou 6,5 degrés pour 1000 mètres. Je vous demande d'encadrer en rouge ces deux valeurs. Elles sont à connaître. 2 degrés pour 1000 pieds. Nous verrons que 1000 pieds équivaut à peu près à 330 mètres. Ce qui fait que 6,5 degrés pour 1000 mètres. Puis, on vous le redit ici. Donc, suivant la température réelle au niveau 0 en un lieu défini, ces variations sont décalées vers la droite plus chaud, vers la gauche plus froid. Autrement dit, en été, quand la température au sol est aux alentours de 30 degrés Celsius, eh bien, forcément, la température à une altitude donnée va être plus élevée, mais la diminution en fonction de l'altitude est la même. Autrement dit, quelle que soit la température au sol, eh bien, nous allons pouvoir prédire la température de l'air à une certaine altitude. Prenons un exemple. Disons que nous avons en ce moment, au sol, 20 degrés Celsius. Je suis sur la côte, au niveau de la mer, je prends mon thermomètre en degrés Celsius et je vois 20 degrés. Si j'ai 20 degrés, quelle est la température à 1000 mètres d'altitude? Eh bien, la température à 1000 mètres d'altitude, c'est donc les 20 degrés au niveau de la mer, moins les 6,5 degrés au niveau 1000 mètres plus haut. Je vous demande là, tout de suite, de me faire un petit exercice. Commençons par, disons que nous sommes au niveau de la mer, il fait 25 degrés Celsius, et je m'apprête à monter dans un avion pour faire un saut en parachute. Un saut en parachute se fait à 4000 mètres d'altitude. Ma question est, comment dois-je me couvrir en fonction de la température qu'il va faire à 4000 mètres? Je vous répète, 25 degrés au niveau de la mer, je saute à 4000 mètres d'altitude. Quelle sera la température au moment où je vais sortir de l'avion? Je vous invite à mettre pause, à prendre 2 minutes pour répondre à cette question. Je vous retrouve tout de suite. Deuxième caractéristique, la pression. Nous allons voir que c'est peut-être la plus importante pour nous, pilotes, parce qu'elle va nous permettre de mesurer notre altitude. Nous y revenons tout de suite. On vous dit que pour l'atmosphère, l'unité pratique utilisée est l'hectopascal. On va voir qu'on va la mesurer en milliers d'hectopascales. Donc encore une fois, ici nous avons l'altitude, ici nous avons la pression. Et nous allons voir que plus nous montons, et plus la pression diminue. Donc, plus l'altitude augmente, plus la pression diminue. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pression est due à la quantité d'air au-dessus de nous. Or, plus nous sommes haut dans l'atmosphère, et moins il y a d'air au-dessus de nous. Donc, plus faible est la pression. Mais nous voyons que contrairement à la température qui évoluait de manière proportionnelle suivant nos droites, eh bien ici nous allons avoir une courbe. Mais on va voir qu'on va pouvoir simplifier tout ça. D'abord, on va considérer qu'au niveau de la mer, il faut monter de 28 pieds pour que la pression diminue d'1 hectopascal. Encore une fois, je vous invite à bien encadrer cette valeur. 28 pieds, 1 hectopascal. Mais qu'à partir d'à peu près 3000 pieds, eh bien, il faudra monter. Donc, ici, on voit qu'une diminution d'1 hectopascal correspond à une variation d'altitude de 28 pieds. Mais si nous sommes beaucoup plus haut, alors à ce moment-là, pour avoir une diminution
d'1 hectopascal, c'est-à-dire la même diminution qu'ici, il va nous falloir une altitude beaucoup plus grande, 70 pieds à 3000 pieds. Donc, on vous donne ici une formule pour donner une bonne approximation de la variation de la pression dans la tropopause. Hein, on ne dépasse pas les 11 000 mètres, mais dans cette tropopause, on peut utiliser cette relation-là. Ne vous inquiétez pas, cette relation-là n'est pas à connaître par cœur. Donc, dans cette relation, on dit que la pression égale à la pression au niveau 0, multiplié par 31 moins z sur 31 plus z, le tout au carré, avec z en kilomètres. Encore une fois, pas d'inquiétude. Cette formule est une formule pré-approximative qui nous permet de tracer cette courbe. Mais elle n'est pas à savoir. Ce que vous devez savoir, c'est que la variation de pression dépend de l'altitude et que cette variation de pression, la manière dont varie la pression, eh bien, ça varie avec l'altitude. Plus on est haut, et plus il faut une grande variation d'altitude pour une même variation de pression. Tout ça va avoir une conséquence sur ce qu'on appelle la densité. En effet, imaginez la pression, on l'a dit tout à l'heure dans l'exemple de mon ballon, c'est j'augmente la pression quand j'écrase. Or, si j'écrase, eh bien, il y a une plus grande quantité, donc une plus grande masse d'air pour un plus petit volume. Donc, plus la pression augmente, plus la densité de l'air va augmenter. Et on vous parle d'évolution de la densité relative. Et on vous dit juste de retenir que la densité relative de l'air diminue avec l'altitude. En effet, je monte. Quand je monte, la pression diminue. Si la pression diminue, la densité diminue. Donc, la densité relative de l'air diminue avec l'altitude, de même que son gradient. On verra, le gradient, c'est la vitesse à laquelle la pression diminue. Dernière grandeur que nous avons mis dans notre atmosphère standard, troisième, c'est la célérité du son. Nous verrons que la célérité du son est importante. Vous avez tous déjà entendu parler d'une vitesse d'un avion qui vole à Mach 1, Mach 2, Mach 3, la course au Mach, comme nous le verrons dans l'histoire. Vous le savez peut-être, mais à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1950, tous les fabricants d'avions dans le monde ont essayé d'avoir des avions qui allaient de plus en plus vite. Parce qu'en combat aérien, la vitesse est souvent un avantage décisif. Or, ils se heurtaient à une espèce de mur très difficile à franchir, à partir duquel le mouvement, l'avion devenait incontrôlable. Et quand on a réussi à passer cette vitesse, eh bien, on a entendu une grande explosion. Ce qui a fait que le premier qui a passé cette vitesse, tout le monde au sol a cru qu'encore un pilote était mort. Vous le verrez dans les documentaires sur l'histoire de l'aviation, beaucoup de pilotes d'essai sont morts en essayant de passer cette vitesse de à peu près 1000 km/h. Nous le verrons, en fait, c'est la vitesse du son. Donc, au moment où un appareil passe la vitesse du son, on entend ce qu'on appelle le bang supersonique, le passage du mur du son. Or, c'est important de bien comprendre que la vitesse du son dépend, la célérité du son dépend à la fois de la pression, mais aussi de la température, les deux étant liés. Donc ici, nous avons deux formules nous permettant de calculer la célérité, la vitesse du son, en fonction soit de la pression et de la densité, soit de la température en degrés Kelvin. Encore une fois, ces deux, vous verrez que ici, si la pression augmente, la vitesse va augmenter. Ici, si la température augmente, la vitesse du son va augmenter. Donc, ces formules ne sont pas à savoir, mais il faut que vous sachiez que la vitesse du son, et donc ce que nous appelons Mach 1, Mach 2, puisque Mach 1 c'est une fois la vitesse du son, Mach 2 c'est deux fois la vitesse du son, Mach 3, trois fois la vitesse du son, et ainsi de suite. Cette vitesse du son dépend de la pression et de la température. Donc on verra qu'elle va dépendre au final de l'altitude à laquelle nous sommes.